Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La pression monte à 5 jours de la Tabaski cette année. La conjoncture est considérée comme la cause principale de cette situation difficile. Le service d'hygiène lance une opération de grande envergure avec comme objectif sensibiliser les populations sur la gestion des déchets solides que certains citoyens jettent dans les caniveaux à ciel ouvert. Le collectif des médecins et pharmaciens, chirurgiens dentistes en spécialisation décrète 96 heures de grève renouvelable. Ses membres fustigent l'attitude des autorités et dénoncent le mutisme du ministre de la Santé. Ils réclament la disponibilité des bourses, mais également un statut pour les diplômés en spécialisation. Le Trésor public lance CN Trésor, une plateforme digitale destinée au paiement des dépenses publiques via mobile. Pour le ministre des Finances, il s'agit d'une dynamique de modernisation des services du Trésor. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La Tabaski sera célébrée vendredi par certains, ou même samedi, il y a quelques jours de cette grande fête qui implique d'énormes dépenses pour les chefs de famille, mais aussi au regard de la situation économique du pays. Beaucoup sont dans l'impossibilité de faire face à leurs besoins pour la Tabaski, ce qui explique la pression qu'ils sont en train de subir. C'est un sujet de Ndeya Alifal et de Mafalfal. Une pression sociale devenue réalité pour bon nombre de personnes rencontrées à la Médina. À seulement 5 jours de la Tabaski, la pression sociale, il est toujours là, quoi. Il y a beaucoup de pression sociale pour la Tabaski. Devant son atelier, cet homme d'une quarantaine d'années. Selon lui, la pression est particulièrement palpable cette année. La pression sociale, il est toujours là, quoi. Parce que toujours on débrouille avec pour la famille. Madame et les enfants, moutons, tout ça. Parce que la pression là, toujours il est là, quoi. Toujours. Ah. Il y a une différence avec les autres Tabaski parce que l'année passée et l'année présente là, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la, c'est l'année qui est là qui est plus difficile que l'année passée. Ah. Parce que le changement, qui atteint de beaucoup de problèmes, quoi. C'est ça. Le manque d'argent et tout ça, quoi. Et tout ça. Le manque d'argent et tout ça. Ce tapissier pointe du doigt le changement de pouvoir comme principale cause des nombreuses difficultés rencontrées. Il en a profité pour lancer un appel aux autorités afin qu'elles tiennent leurs promesses. En fait, on prépare la Tabaski comme les autres Tabaski qui est passé. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu de nous avoir permis de rester là aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de pression sociale pour la Tabaski. Il y a beaucoup de différences pour la Tabaski de celle-ci et les années passées. Parce que les années passées, bon, il y avait quelque chose, quoi. Mais les 2 années là, c'est un peu difficile. Ah, mais c'est le changement du gouvernement. Hein. Mais parce que le président de la République, c'est lui qui nous a fait des promesses. Depuis lors, on n'a encore rien vu. Rencontrée sur son chemin, cette mère de famille confie que cette année est bien plus difficile que les précédentes. Pour elle, tout a changé. Cette Tabaski se vit comme une période de crise mondiale. Les moutons sont très chers. Les vendeurs eux-mêmes ne voient presque pas de clients. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté d'habits pour moi ni pour mes enfants. Cette année est vraiment difficile pour nous. À 5 jours de la Tabaski, l'effervescence monte dans les quartiers populaires de Dakar, notamment à la Médina, mais derrière les préparatifs, une autre réalité s'impose, celle d'une pression sociale de plus en plus pesante. Entre exigences culturelles, difficultés économiques et promesses politiques non tenues, certains habitants disent vivre cette fête religieuse avec plus d'angoisse que de joie. Une opération de grande envergure a été menée par les services d'hygiène de Rufisque à quelques jours
de la Tabaski. L'objectif visé par la sous-brigade départementale est de sensibiliser les populations sur la gestion des déchets solides que certains citoyens jettent dans les canaux à ciel ouvert. Cette opération a permis également la saisie d'une dizaine de pompes utilisées par des branchements clandestins. Babacar Seck. La sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque a mené une grande opération de sensibilisation et de lutte contre les branchements d'eaux usées clandestins. Puisqu'on est à l'approche de la Tabaski, donc normal quand même que la sous-brigade d'hygiène de Rufisque fasse la sensibilisation, allant dans ce sens toujours, pour leur demander à la population de ne pas jeter des cadavres d'animaux dans ces canaux-là, ou bien de mettre des déchets solides. Puisque s'ils font ça, vraiment, il y aura un dysfonctionnement. Et donc, du coup, les eaux pluviales ne peuvent pas s'écouler directement, quoi. Les eaux ne peuvent pas ruisseler directement. Donc, nous lançons un appel à l'endroit des populations pour vraiment qu'elles gèrent très bien les déchets liquides. Il faut savoir que vraiment ces canaux à ciel ouvert sont réservés ou bien sont destinés exclusivement, encore une fois, aux eaux pluviales, mais pas aux eaux usées. Certaines populations sont allées jusqu'à trouer le mur de clôture de l'autoroute à péage pour y déverser des eaux de fosse septique, ce qui représente un véritable danger pour la santé publique. Comme vous savez, il y a le canal se situant le long de l'autoroute à péage. Les populations ont tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, tard le soir, de percer les murs pour ensuite évacuer leurs eaux usées, ces eaux-là qui vont se déverser directement dans le canal. Et donc, c'est des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes, puisque ces eaux polluées qu'elles jettent dans l'environnement peuvent créer des nuisances vraiment pour la santé des populations. Bientôt l'approche de l'hivernage, donc du coup il va falloir vraiment que la population puisse voir ou bien puisse adopter les bonnes pratiques d'hygiène quand même. Lors de précédentes opérations, les agents de l'adjudant Touré ont saisi plusieurs pompes et rappellent aux contrevenants qu'ils s'exposent à des sanctions qui peuvent aller d'une amende à une peine de prison. L'association Touba Ca Kanam met sur la table une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour accompagner les familles vulnérables en cette période de Tabaski. Le président de l'association Touba Ca Kanam renouvelle son appel aux fidèles mourides à cultiver le partage et la solidarité. Gorandaklo. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Kabir, l'association Touba Ca Kanam décaisse une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour accompagner les familles démunies, une activité qui entre dans le cadre de son programme social. jamono bi liñ amagoon rek ci nga xam ne leer nañ ne ay kër mën nañ cee bénéficié wu lu tolloog juróom-ñaari junniy kër ak juróomi téeméer ak lu topp mën nañ cee am ku ci nekk dana ci am lu néew fukki yére yooyu lu tax ñu programmé ko noonu mooy. En ce moment, nous avons recensé plus de 7000 familles qui vont bénéficier de ces aides. Chaque famille aura 10 boubous. Et en ce qui concerne les moutons de Tabaski, Touba Ca Kanam n'a pas de moutons à distribuer, mais nous allons donner des enveloppes aux nécessiteux pour qu'ils puissent en avoir. Actuellement, nous allons appuyer plus de 800 pères de famille pour qu'ils puissent avoir un mouton de Tabaski. mënuko matal junni nit jamono ji liñ xayma ne mën nañ ci am ñu ngi toll ci juróom-ñetti téeméeri borom kër ak lu topp jàpp nañ ne ñoom ñëpp daal ku ci nekk dana am luñ la mën a jàppalee ngir nga mën koo dawal ci xar moomu nga xam ne nii sunna la ngir nga mën koo yéwénal ci bisu tabaski gi. Une initiative qui ne laisse pas indifférent le président de l'association Touba Ca Kanam qui profite de l'occasion pour sensibiliser davantage les fidèles mourides à cultiver le partage et la solidarité. amul tànk ginnaaw tànk la am waaye ñu nekk ci régions yi maanaam fukki régions yi ñeent yëpp fu nekk délégation ñëw fa département yi ak arrondissement yi fu nekk délégation ñëw na fa indi seen. Le cheikh a travaillé toute sa vie pour le bien-être des fidèles, raison pour laquelle j'invite les jeunes qui sont également l'avenir de ce pays à redoubler d'efforts dans le partage et la solidarité. réew mi ñooy ëllëg yaakaar dëkk bi kon nañ gën a góorgóorlu ñun ñëpp di ci mag moom wéy na ku dem mu dem ku dem ma dem kon ngeen ndaw yi nga xam ne asi 15 ans jëm kaw tuuti ak 50 ans amuñu 40 ans yéen yaakaar yi dëkk bi ëllëg. Plus de 7000 familles ont bénéficié des appuis de l'association Touba Ca Kanam qui multiplie d'ailleurs les œuvres caritatives. Gorandaklo,
Le collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation décrète 96 heures de grève renouvelable. Ses membres continuent de réclamer un statut pour les diplômés en spécialisation, la disponibilité de la bourse, les congés de maternité pour les femmes, entre autres revendications. Ces derniers dénoncent le mutisme du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui n'a toujours pas reçu le collectif. Il compte d'ailleurs organiser une marche le 13 juin prochain. Voici les explications du Dr Bakary Dembassane. Il est le secrétaire général du COMES. Je vous propose d'écouter. Les différentes revendications, c'est d'abord la question sur le statut du docteur en spécialisation. Ensuite, il y a la question donc, sur le congé de maternité. Ensuite aussi, il y a la question sur la motivation hospitalière. Ensuite, il y a la question sur la régularisation des bourses, le paiement régulier des bourses. Et ces 4 points donc, nous ont valu un mot d'ordre de grève de 96 heures renouvelable sans respect des urgences et des gardes qu'on a démarré à compter donc, du dimanche passé. Et que nous comptons continuer cette lutte-là jusqu'à l'obtention de gains de cause. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir qu'à chaque fois, des promesses se répètent sans pourtant qu'il y ait une concrétisation. Et je rappelle que nous sommes dans une mouvance de continuer, donc de damer le pion. Nous voulons, Inch'Allah, dans les semaines à venir, nous avons déjà déposé donc, une déclaration de demande donc, de marche pacifique. Nous voulons la tenir le vendredi 13 juin à l'hôpital Abass Ndao. Nous voulons donc faire une marche pacifique pour vraiment montrer notre mécontentement et alerter les autorités. On ne nous valorise pas. Et cela pose un grand problème dans les hôpitaux. Parce que nous sommes la cheville ouvrière des hôpitaux. Qu'on le veuille ou pas, nous avons un impact très positif dans la prise en charge des patients dans les grands hôpitaux surtout. Et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous contourner. Ce qu'il faudrait faire, c'est de venir vers nous, de voir quels sont nos problèmes, d'essayer d'améliorer les conditions de nos formations, que ça soit optimal et qu'on puisse avoir un produit fini de très bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, si nous devenons des spécialistes de renommée internationale, c'est pour le bien du Sénégal, c'est pour le bien de la population sénégalaise. Donc, nos problèmes auxquels nous sommes confrontés au cours de la formation doivent être une priorité pour l'État du Sénégal. Parlons tout à fait d'autre chose. La crise s'installe au centre sectoriel de la formation professionnelle au métier de la mécanique de Diamniadio. Le syndicat de la formation professionnelle et technique réclame la réintégration sans délai d'un enseignant qui a été licencié d'une manière abusive selon Amar Khan. Il est le secrétaire général du syndicat. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Antoine Diouf. Ce qui se passe actuellement dans ce centre est hors norme. Aujourd'hui, on nous parle de Djubanti. Et je pense que le moment que ces slogans soient réalisés, et on devra commencer évidemment par ce centre-là. Une très mauvaise gestion qui a été notée sur tous les plans. Des carrières qui sont brisées, mais surtout des promesses faites à des jeunes qui rêvent d'avenir, qui est en train d'être brisé. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des problèmes déjà énumérés, nous pouvons dire que même le diplôme pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de titre professionnel au lieu de parler d'équivalence de BT, permettant à ces jeunes qui, demain, s'ils sont ambitieux, ils ont la chance de pouvoir connaître les études, mais de pouvoir les stopper simplement à cette formation. Donc je pense qu'il faudra avoir un discours de vérité, un discours qui permettra à tous ces enfants, à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont au niveau du centre de pouvoir rêver. Par rapport au problème du licenciement maintenant, nous sommes vraiment confiants parce que depuis le début, nous savons que c'est du top. Rien n'est vrai dans ce qui a été écrit et que vraiment le licenciement est abusif. Ce terme n'est pas trop lourd parce que nous savons ce qu'il y a dans le dossier. Et ce dossier a été transmis au ministre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous dormons tranquillement. Mais ce qui nous étonne un peu, c'est un peu la lenteur notée dans la diligence de ce problème. Parce que ça fait plus d'une semaine que quand même les cours sont ralentis pratiquement. Le collectif pour la défense des intérêts de Nioro du RIP monte au créneau et accuse le maire de Dabali d'avoir morcelé illégalement plusieurs hectares de terrain. Ses membres réclament l'annulation des parcelles concernées. C'est Diallo. La commune de Dabali n'a aucun document légal pour procéder à des lotissements
au niveau de ces terres dont les propriétaires sont de Nioro. C'est ce que nous a confié Salif Ba, président du collectif pour la défense des intérêts de Nioro. Depuis la naissance de l'association, nous avons tenu 4 réunions et avons rencontré le maire de Dabali et le directeur de la division régionale de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique de Kaolack. De notre séance de travail avec ce dernier, il est clairement ressorti 1. Que la commune de Dabali ne dispose pas d'une autorisation de lotir. 2. Que les lotissements de Nioro et de Firgui sont en réalité des projets qui datent de 2022. En résumé, le lotissement en cours de la commune de Dabali sur les terres de culture de Nioro est illégal. En effet, le maire ne dispose pas d'une base légale pour agir du fait de l'absence d'autorisation dont la seule autorité compétente habilitée est M. le ministre de l'Urbanisme. Ce projet de lotissement a été même suspendu par les autorités compétentes après des démarches entamées par ce collectif. Résultat de notre démarche, les travaux de lotissement ont été arrêtés aux grandes dames du maire de Dabali et de ses affidés. Évidemment, c'est une belle victoire à l'actif du collectif. Selon Salif Ba, ces terres de culture doivent être protégées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le département. Selon ce collectif, c'est plusieurs hectares qui sont morcelés sans aucune base légale dans la commune de Dabali. Pendant ce temps, les propriétaires des terres, eux, démontent ces allégations. Selon la commune, fait face à un manque de lotissement avec une population de plus en plus nombreuse. Ils ont demandé à la municipalité de régulariser les parcelles qui se trouvent dans la circonscription El Haj Wakli et membre du collectif des propriétaires terriens de la commune de Dabali. Il est également interrogé par Sékou Diallo Astombaye. Le collectif précise que la commune de Dabali n'a jamais été demandée. Ce sont les propriétaires de champs situés dans la commune de Dabali, administrativement et territorialement, qui ont demandé à rencontrer le maire de Dabali, Samba Sall. Le 23 avril 2025, le collectif a adressé une lettre d'information au sous-préfet de Paoskoto chargé de l'approbation pour l'informer de l'initiative des propriétaires de champs. Pourquoi avons-nous pris contact avec la commune de Dabali? Le périmètre communal, nous savons là où ça sert. Donc les champs, l'objet de cette affaire, ne sont pas partis du territoire communal de Nioro. Par conséquent, seule la commune de Dabali pouvait instruire notre requête de lotissement. On a demandé à Dabali de supporter les frais. C'est pourquoi on parle de 50-50%. En effet, certains statutoires, ils détiennent à travers eux des papiers chiffons qui leur octroient des autorisations illégales d'occuper sur les champs d'autrui. Et certains parmi eux se sont rapprochés de nous pour nous en parler, mais on les a éconduits. Ces messieurs, intérêts de Nioro, ou du moins certains d'entre eux, ne s'activent aucunement pour Nioro, mais pour leur intérêt personnel. Dans tous les cas, nous nous trouverons sur leur chemin. La mafia foncière ne passera pas sur nos champs. Le projet Noto Smart City, lancé par le maire de Noto Djobas, ambition de transformer la commune en un pôle urbain, moderne, interactif et attractif. Sur 3 piliers, savoir-faire local, révalorisation des ressources naturelles et création d'un pôle industriel situé à 10 km de l'aéroport Blaise Diagne. La future ville entend dynamiser l'économie locale et préparer la jeunesse au marché de l'emploi. Alioune Sarr est maire de la commune de Noto Djobas et est au micro de Moudou Fati. Nous allons délibérer prochainement avec le conseil municipal pour libérer une assiette de près de 50 hectares de l'aménagement d'un site industriel. Parce que notre conviction, et c'est l'un des pôles stratégiques du plan Noto Djobas Smart City, c'est la création d'espaces pour les entreprises à travers l'aménagement d'un site industriel qui permettra justement à nos jeunes, qui font 70% de la population, d'avoir accès à l'emploi. Notre partenaire stratégique numéro 1 dans le gouvernement, c'est le ministère de l'Urbanisme, parce qu'il s'agit d'un plan d'urbanisation. La commission régionale d'urbanisme dirigée par M. le gouverneur a autorisé 2 lotissements majeurs dans la commune, à Kéribrafal et à Ngolfani. L'un de près de 60 hectares, l'autre de près de 39 hectares. Donc, nous disons 3 engagements majeurs qui sont les suivants. Le premier, c'est d'abord
permettre à chaque chef de carré, qu'on appelle ici, ou chef de famille, de disposer d'un titre foncier. Permis d'habitation, permis d'occupation, délibération, bail. Et nous avons démarré la délivrance justement de ces permis d'occupation. Et les délibérations seront délivrées également les prochains jours après le vote du conseil municipal. Ensuite, le deuxième pôle concerne le lotissement, mais des lotissements avec des normes. Des lotissements qui intègrent du foncier aménagé pour nos artisans. Puisque vous savez que nous avons dans la commune beaucoup d'ouvriers, des maçons, des menuisiers métalliques. Et vous savez, dans la commune aujourd'hui, nous avons une pression démographique extrêmement forte dans les maisons. Les maisons sont fermées, les maisons sont bouclées, et nous avons des tensions même dans certaines maisons où les jeunes veulent construire, mais n'ont pas de parcelles. Le troisième pôle concerne les aménagements agro-industriels. Vous savez que la communauté de Diobass a du foncier disponible, et si nous ne faisons rien, ce foncier est dilapidé à travers des spéculations sauvages. C'est ça la réalité. Que ce foncier qui est aujourd'hui dilapidé à travers des spéculations qui sont hors normes, si justement soit transformé en des espaces économiques à travers des sites industriels, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi des agropoles, mais à dimension humaine. Je le disais en titre, le Trésor public lance Sen Trésor, une plateforme digitale destinée au paiement des dépenses publiques via mobile pour le ministre des Finances. Il s'agit d'une dynamique de modernisation des services du Trésor et de renforcer la transparence et le paiement des salaires, pensions, bourses, entre autres. Khadija Douf et Selemane Diallo. Une plateforme digitale de paiement des dépenses publiques dénommée Sen Trésor a été mise en place par le Trésor public dans le cadre des réformes numériques visant à moderniser les services du Trésor au profit des usagers et des citoyens. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, considère cette initiative comme un levier important pour le développement du pays. Je demeure convaincu que la modernisation de notre administration publique est une des leviers essentiels pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre des projets, programmes et réformes par le Bureau opérationnel de coordination et de suivi, j'ai choisi d'inscrire comme projet phare du ministère la digitalisation de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Cette plateforme permettra d'effectuer des paiements via mobile monnaie, notamment pour les salaires et indemnités des aides sociales, les pensions de retraite ainsi que les bourses familiales et étudiantines. Ces réformes visent à renforcer la transparence et la traçabilité dans les paiements publics. Cette démarche vise à moderniser les services financiers publics, à renforcer la transparence des transactions et à offrir aux citoyens un accès simplifié, rapide et sécurisé au service du Trésor. Selon Amadou Tidjane Gueye, directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, un plan d'action est déjà en cours et sa mise en œuvre est prévue dans les prochains mois. Dans les prochains mois, dans le mois qui va venir, nous allons intégrer l'ensemble des salaires, indemnités, secours dont le montant n'excède pas 100 000 francs, parce que pour nous conformer aux dispositions communautaires. Donc l'objectif ici, c'est d'éviter au maximum le paiement par numéraire. Comme vous le savez, comporte quand même un certain nombre de risques. Ces réformes numériques orientées vers la modernisation des services du Trésor ciblent prioritairement les dépenses courantes qui concernent un très grand nombre de bénéficiaires et représentent une part importante des financements publics. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers se penche sur le rôle et la place des zones frontalières dans les pôles territoriaux. Plusieurs problèmes ont été décelés dans ces zones. Seuls 45% des ménages ont accès à l'eau potable. Satoudiba. La place des zones frontalières dans les pôles territoriaux, c'est le thème de l'atelier de réflexion stratégique organisé par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. La rencontre d'aujourd'hui est un moyen de réunir des savoirs, des visions et des volontés pour un objectif commun. Donner aux zones transfrontalières la place qu'elles méritent dans notre trajectoire nationale de transformation dénommée Sénégal Vision 2050. Mesdames, Messieurs, notre époque est celle des défis globaux, mais aussi des opportunités inédites. Avec l'agenda 2030 portant sur les objectifs de développement durable, la communauté internationale a adopté un cadre transformateur visant à éradiquer la pauvreté
réduire les inégalités et garantir une prospérité partagée. Le secrétaire d'État à l'urbanisme a pour sa part attiré l'attention sur les inégalités persistantes dans ces zones. Le taux de pauvreté y est en moyenne supérieur à 15% de la population nationale, avec un accès aux infrastructures de base que sont l'eau potable, l'électricité et l'assainissement, qui restent en deçà des standards des zones urbaines centrales. À titre d'illustration, seulement 45% des ménages en zone frontalière ont accès à l'eau potable à partir d'un raccordement individuel contre 70% en moyenne nationale. Les régions frontalières présentent les plus faibles taux d'accès à l'électricité, 53% contre la moyenne nationale de 82,3%. Source ANSD. La coordonnatrice nationale du PUMA est revenue sur l'importance des thématiques abordées durant l'atelier. Nous devons donc collectivement penser notre manière de concevoir l'aménagement dans les zones frontalières. C'est à cela que le panel entend contribuer en abordant des thématiques clés qui toutes convergent vers une vision renouvelée de la frontière comme espace d'opportunité. Nous parlerons de désenclavement multidimensionnel. Nous discuterons également des mécanismes de financement innovants. Pour le PUMA, il est temps de sortir des schémas classiques. Pour transformer durablement ces territoires, il nous faut mobiliser des ressources nouvelles. Le partenariat public-privé, le financement de l'État vers les collectivités territoriales, bien sûr revisité, le financement climatique, entre autres. L'investissement dans les zones frontalières n'est pas une dépense, c'est un pari sur l'avenir. Un acte de justice sociale et une opportunité de croissance partagée. Cet atelier a permis de formuler des recommandations fortes en faveur d'une intégration plus effective des zones frontalières dans les politiques d'aménagement du territoire, en mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir une gouvernance inclusive adaptée aux spécificités locales afin de garantir un développement territorial harmonieux. Alternative vers une société de développement humain, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Moustapha Kassé. L'auteur aborde les thématiques telles que l'économie, la souveraineté, entre autres. Selon lui, les enjeux économiques ne peuvent être résolus que par des politiques sectorielles adaptées. Neyalifan. C'est l'ouvrage qui explore les politiques économiques, sociales, souveraines et panafricaines nécessaires à la construction d'une société centrée sur l'humain. Professeur Moustapha Kassé explore le développement qui place l'homme au cœur de sa préoccupation. Ce premier point qui est important, c'est-à-dire l'inféodation à la politique néoclassique. C'est celle-là qui conditionne tout le reste. Hein? Il faut avoir une bonne signature, donc il faut savoir s'endetter. Donc il fallait trouver un moyen de financer le développement. Donc, endettez-vous. Mais je n'avais pas vu ce qu'il y avait derrière l'endettement. Et par la suite, évidemment, je me suis rectifié, etc. Mais ça, c'est une des conséquences des politiques néoclassiques. Et ensuite, il y a eu l'ajustement structurel, quelque chose d'extraordinaire. Ça a été effectivement un lissage complet de toutes nos politiques sectorielles. L'auteur évoque également la mauvaise qualité de la presse actuelle qui est due, selon le professeur Moustapha Kassé, à l'impatience observée chez certains professionnels. Le deuxième débouché des élites, la presse. Notre presse au quotidien a horreur de deux choses. Des réflexions scientifiques rigoureuses et des réflexions de long terme. Or, on ne peut pas faire du développement sans le long terme. Le développement, c'est une série d'actes économiques, n'est-ce pas, mais sur le long terme. Ça les dérange. Ils n'ont pas tort, parce que ça aussi c'est dans notre ADN. Nous sommes impatients. Ça c'est ce qui explique peut-être
la mauvaise qualité de la presse que nous avons parfois. Professeur Moustapha Kassé, à travers son livre, met le curseur sur les questions économiques et la démarche de l'État qui, selon lui, est en train de faire une sortie de piste. Et ces préalables-là, ces préalables appliqués, leur ont donné précisément la possibilité d'avoir un État fort. Or, ici, l'État est importé. On a raté la décolonisation. Je leur ai dit, il faut qu'on creuse, parce que l'État-nation, nous ne l'avons pas encore réglé. Et si nous ne réglons pas l'État-nation, nous ne pourrons pas régler le reste. 5 siècles pour construire la démocratie. Il faut régler les questions économiques. L'économie, oui. Alors, mais quelle économie? Des politiques sectorielles. Dans cet ouvrage, l'auteur met en lumière une pensée engagée pour un développement alternatif, humain et souverain. Le livre se présente comme une référence dans le débat sur les politiques de transformation en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission. L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir le secrétaire général du collectif de médecins chirurgiens dentistes en spécialisation commerce, donc Bakary Demba Sané. À tout à l'heure.